Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous parlons transformation des minerais et production locale. Comment peuvent-elles enrichir l'Afrique? Exemple en Guinée et au Ghana. Et tout de suite, voici les titres. En Guinée, le gouvernement impose aux mines la transformation locale de la bauxite pour enrichir le pays. Dans le long terme, on veut devenir le leader mondial dans le secteur d'alumine comme ce qu'on est aujourd'hui dans la bauxite. Le secteur textile ghanéen mise sur la tradition pour assurer sa survie face à la menace des importations. J'ai décidé de me lancer dans le commerce du textile au moment où l'imprimé ghanéen, le wax, est devenu cher. Et maintenant, les gens ne peuvent plus se le permettre. Financer les filières agricoles demeure un défi au Bénin. Les agriculteurs utilisent un système de garantie pour acheter leur engrais. Avant le projet, je remplissais 8 bassines. Maintenant, avec les intrants, cela dépasse 20 bassines. En Guinée, une feuille de route pour la transformation locale de la bauxite a été imposée l'an dernier aux compagnies minières. L'objectif est de permettre au pays qui détient les premières réserves mondiales de ce minerai utilisé pour la production d'aluminium de capitaliser sur son exploitation. Mais des économistes et acteurs de la société civile émettent des doutes sur la concrétisation de cette décision du gouvernement. C'est un reportage de Sagnon Kourma. Regardez. Cela fait 50 ans que la Guinée exploite ses mines de bauxite. C'est le pays qui a le tiers des réserves mondiales de ce minerai. Et chaque année, la Guinée fait des prouesses en termes de production. La production qui est passée de 20 millions de tonnes en 2016 à 87 millions en 2022. Une performance acquise grâce à la modernisation des méthodes de production. GAIC, Guinée Alumina Corporation, a par exemple atteint une capacité de production de 13 millions de tonnes en 2021. Et la société ambitionne grand, exporter à l'horizon 2024 18 millions de tonnes de bauxite par an est le rêve qu'on caresse. C'est un processus de développement continu. Okay? Donc depuis 2019, nous avons amélioré notre processus de production par la formation de nos employés, par l'achat de nouveaux équipements. Donc tout ce que je viens de citer nous ont permis d'augmenter notre production de 2019 à aujourd'hui, pour qu'ensemble on puisse tous bénéficier de ce projet. Pour que les Guinéens bénéficient pleinement des retombées de ces mannes financières, la filiale de la société Emirates Global Aluminium veut innover. La construction d'une raffinerie de 2,4 millions de tonnes par an est parmi les priorités de l'entreprise. Oui, c'est dans notre convention de base. Nous suivons actuellement notre chronogramme au niveau de l'État. Donc c'est en bonne voie et le chronogramme est suivi. L'élaboration de ce programme de construction de raffinerie de bauxite sur place en Guinée est en fait une injonction du pouvoir de transition. En avril dernier, la dizaine de compagnies de bauxite évoluant en Guinée ont reçu l'ordre de construire des unités de transformation en alumine. À date, 5 groupes de sociétés minières se sont formés et ont déposé leur chronogramme, une sorte d'échéancier des travaux. Les compagnies qui ont pris des engagements vis-à-vis de l'État, on veut vraiment qu'ils appliquent. Et on les a Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déjà convoqué et a demandé que chacune de ces entreprises dépose un chronogramme d'exécution, ce qui a été déjà fait. Donc on est en train de faire un dépouillement et puis une discussion avec ces personnes pour voir quelle synergie on peut adopter avec ces compagnies pour encore accélérer plus vite les besoins. Et l'objectif à court terme est au maximum de 3 ans qu'on ait au moins une extension ou création d'une nouvelle raffinerie en Guinée. Ça, c'est vraiment une transformation. Et dans le long terme, on veut devenir le leader mondial dans le secteur d'alumine comme ce qu'on est aujourd'hui dans la bauxite.
construire des raffineries, parce qu'avec ces unités de production, la Guinée pourrait quintupler ses recettes minières. La bauxite, qui rapporte 500 millions de dollars à l'État guinéen chaque année, pourrait passer à 2 milliards 500 millions de dollars. Aujourd'hui, la contribution du secteur extractif, si on prend les recettes budgétaires, c'est 30,71%. La bauxite constitue entre 60 et 80% de ces recettes budgétaires. Donc pourquoi ne pas transformer la bauxite en alumine au lieu que l'on soit pays uniquement pourvoyeur de matières premières des autres usines des autres pays? Si la bauxite, par exemple, se vend entre 30 et 40 dollars la tonne, l'alumine, c'est dans les 1500 dollars. Il est question de transformer cette matière première en produit semi-fini ou fini, pour que l'on ait de la valeur ajoutée, pour que l'on ait l'emploi pour les jeunes. Cependant, l'implantation des raffineries implique plusieurs défis, notamment la maîtrise des facteurs de production et la mobilisation des capitaux à investir dans un pays institutionnellement fragile. Dire à une entreprise brusquement, par la thérapie du choc, comme nous on le dit, de proposer un plan de financement, il s'ensuit que vous augmentez aussi ce facteur risque-là pour l'entreprise. Voyez-vous que l'incitation à faire l'investissement ne peut et ne doit se faire que dans un climat de confiance. Une confiance quant à l'avenir, quant à ce qui va se faire, quant à la réalisation aussi, à la pérennité de leur investissement. Si ce n'est pas le cas, ça devient une coercition qui peut avoir le revers de la médaille. Aussi, la mise en place des raffineries génère des coûts extrêmement importants, surtout énergétiques. En Guinée, le déficit énergétique se pose avec acuité. Tout d'abord, la nécessité pour le pays de finaliser la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti, d'une capacité de 450 MW, en plus de Kalita qui a, elle, une capacité de 240 MW. La Guinée n'a pas d'énergie suffisante, même pour la consommation domestique, à plus forte raison un excédent qui peut être mis à la disposition des raffineries. L'idée de création des raffineries en Guinée est une idée réaliste, mais pas à court terme. Réaliste dans la mesure où nous avons toutes les potentialités qu'il faut pour mettre en place des raffineries ici, mais les conditions économiques du pays, les conditions de réalisation de ces raffineries demandent un peu de temps. Et il y a d'autres contraintes, les contraintes liées au financement, les contraintes juridiques locales avec l'État, mais aussi les contraintes liées à l'utilisation de la source d'énergie. Pour obtenir des permis d'exploitation, les entreprises promettent toujours la construction de raffineries d'alumine. Mais 50 ans après l'implantation de la première société de bauxite, le pays n'a qu'une seule raffinerie. L'usine d'alumine de Fria de rue Salfridia, basée à l'ouest du pays, à 160 km de la capitale Conakry. Cette usine est la toute première d'alumine en terre africaine. Après la République centrafricaine, c'est au tour de la République du Congo d'augmenter le prix des carburants, de 30 francs CFA pour l'essence et 25 francs CFA pour le gazoil. Le gouvernement congolais a dû batailler avec le Fonds monétaire international qui réclamait une hausse plus forte. L'organisation s'inquiète de la montée des subventions aux carburants consentis par les gouvernements africains et préférait les voir remplacés par des filets sociaux pour les plus démunis. Dans plusieurs pays, les populations anticipent des hausses des prix à la pompe. Au revoir Pékin et bonjour Ankara. L'Ouganda vient d'annuler un contrat de 2,2 milliards de dollars avec la société chinoise China Harbour. À la place, un protocole d'accord a été signé avec la firme turque Yapı Merkezi. Il porte sur la ligne de chemin de fer de 273 km Kampala, qui se trouve à la frontière du Kenya. Le chantier avait pourtant été décrit récemment en bonne voie de réalisation, mais l'Ouganda aurait réalisé que la frilosité croissante des banques chinoises à l'égard des projets d'infrastructure en Afrique menaçait sa finalisation. De leur côté, les institutions financières chinoises craignaient que l'absence de correspondance ferroviaire depuis Malaba vers le Kenya rende le projet non viable.
Et c'est devenu un véritable enjeu écologique, économique et culturel. Le Ghana suffoque sous la pression de tonnes de déchets textiles en provenance des pays occidentaux. Le pays qui a un riche passé de fabrique textile se bat désormais sur le double front des importations de tissus étrangers et de vêtements d'occasion. Pour arriver à triompher de ces flux, il a choisi de miser sur la tradition et le Made in Ghana. En 2004, le gouvernement a même eu l'idée d'instituer le vendredi comme journée de promotion du textile local. D'où la résistance d'un secteur de couture encore bien vivant. Nos journalistes John Awetwi et Georges Ebosake sont allés à la rencontre de ces tailleurs exceptionnels. Regardez. L'initiative Friday Wear a permis de relancer l'activité des couturiers et des tailleurs locaux. En effet, le port du wax, qui était généralement considéré comme inapproprié dans un cadre formel, est devenu un style vestimentaire plus universellement accepté, ce qui a permis de valoriser la production et l'utilisation de ces vêtements. Cette évolution avait pour but de relancer l'industrie textile locale qui employait quelques 3000 personnes, soit une baisse significative par rapport aux quelques 30 000 personnes des années 70. Mais avec l'augmentation de la demande de vêtements produits localement, suite à l'initiative Friday Wear, la production locale a eu du mal à suivre. Cela a conduit à une augmentation du prix des tissus locaux et a ouvert la voie à l'infiltration de tissus importés, moins chers ou de tissus contrefaits. Sarah Agray a été initiée au commerce du textile dès son enfance par sa grand-mère. Elle vend actuellement à la fois des textiles produits localement et des tissus contrefaits arrivant de l'étranger. J'ai décidé de me lancer dans le commerce du textile au moment où l'imprimé ghanéen, le wax, est devenu cher et maintenant les gens ne peuvent plus se le permettre. J'ai donc décidé de rejoindre High Target, c'est-à-dire les tissus, imitations de l'étranger, et comme ils sont moins chers, les gens ont commencé à les acheter. Quant au GTP ou au Printex, quand quelqu'un va à une cérémonie de mariage ou à des funérailles, il achète le GTP, parce que c'est un tissu traditionnel. GTP, ATL et Printex sont en fait le nom de 3 des 4 principales usines de confection qui ont survécu au déclin du secteur au Ghana au début des années 2000. Par extension, ils ont donné leur nom à des tissus fabriqués localement et utilisés pour des activités cérémonielles ou coutumières. Le woodin est toutefois d'origine francophone et a été accepté pour un usage plus contemporain. De nos jours, les vêtements imprimés africains sont portés quotidiennement de nombreuses façons dans des contextes tant formels qu'informels. Les couturiers n'arrivent parfois pas à suivre les commandes, surtout pendant les périodes précédant les occasions festives. Certains clients doivent également parcourir de longues distances pour se faire confectionner leurs robes en fonction de leur goût et de leur style personnel. Philomena Apia doit régulièrement quitter la ville pour la confection de ses robes. Je cherchais une personne fiable pour confectionner mes vêtements, mais je n'en trouvais pas jusqu'à ce que ma sœur me présente quelqu'un à Salt Pond qui pouvait confectionner ma robe. Quand je suis allée là-bas, j'ai vu que la femme était très sérieuse et qu'elle voulait bien faire une robe pour moi. C'est pourquoi je me suis rendue de Cape Coast à Salt Pond pour trouver cette personne, pour coudre ma robe. Les artisans tailleurs comme Emmanuel Yakolems, tailleur de 3e génération et étudiant en informatique, sont tous reconnaissants envers l'entreprise familiale sur laquelle ils savent pouvoir compter. Mon père lui a succédé et j'ai aussi succédé à mon père. Une chose que j'ai apprise de mon grand-père, c'est qu'à chaque fois qu'il confectionne une robe pour quelqu'un, il la rend unique. C'est-à-dire qu'il regarde votre personnalité, votre stature, et il travaille la robe pour qu'elle vous aille parfaitement. Ebenzer Adjemensa a repris l'atelier de couture de son père, autrefois très prisé, et spécialisé dans les costumes cousus à la main qui étaient au bord de la faillite. Il s'est battu pour le maintenir à flot. Mais bien qu'Ebenezer produise de beaux vêtements, des entreprises comme la sienne risquent d'être poussées à la faillite par une autre menace. Les vêtements d'occasion importés de Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni, moins chers,
ont inondé le marché ghanéen, étouffant l'industrie locale. Cette boutique est celle de mon père. C'est lui qui m'a appris ce travail. C'est ce que j'ai appris de mon père, je le fais perdurer. Au début, il y avait des pasteurs, des avocats, des hommes importants, des ministères qui apportaient toujours leurs vêtements ici, leurs costumes ici. Et nous cousions pour eux. Maintenant, les choses ne sont plus comme avant. En offrant un plus grand marché aux produits locaux du Ghana et en préparant les entrepreneurs avec des programmes de formation et d'apprentissage, l'accord de libre-échange continental africain pourrait changer la donne. Pour le professeur Asma, il pourrait même être la clé de l'inversion du déclin de l'industrie de l'habillement et du textile au Ghana. Il est grand temps qu'en Afrique, nous fassions évoluer les mentalités qui consistent d'aller à l'école pour travailler uniquement dans des banques, des ministères et ainsi de suite. Ce secteur est vaste. Et maintenant que la zone de libre-échange africaine est en train de s'installer, je pense que cela nous donne une énorme opportunité, non seulement de cibler le marché local, mais aussi le reste du continent africain. Et c'est là que je vois le potentiel de cette industrie. Avec l'augmentation constante des importations de vêtements de qualité inférieure et de vêtements d'occasion dans le pays, estimée à 115 millions de dollars en 2002 et à 250 millions de dollars en 2019, la tendance au déclin de l'industrie locale du textile et de la mode au Ghana est toujours d'actualité. Reste à savoir si cette industrie ne devrait pas sortir de son échelle artisanale, alors que le pays a besoin d'aider sa jeunesse à trouver des emplois rémunérateurs. Avec l'application Nomade Éducation, les interminables embouteillages en rentrant chez moi deviennent des moments de révision de qualité. Depuis que j'ai intégré l'application Nomade Éducation à la routine de révision journalière de l'élève en classe de 4e que j'accompagne en tant que répétiteur, ses difficultés en mathématiques sont un lointain souvenir. L'application Nomade Éducation a vraiment révolutionné les habitudes de révision de mes enfants. Quel que soit le lieu où ils se trouvent et sans connexion Internet, ils peuvent réviser en tout confort. Pour la préparation de mon baccalauréat, jamais sans mon application Nomade Éducation. Grâce à Nomade Éducation, j'arrive à mieux comprendre même les notions les plus complexes abordées en classe. J'adore particulièrement les mini-cours et les quiz qui m'aident à vérifier que j'ai bien compris. L'application mobile Nomade Éducation aide à la réussite de tous les élèves et étudiants. Nomade Éducation, le meilleur allié pour la réussite scolaire. Application gratuite, disponible sans besoin de connexion Internet partout en Afrique. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Ubuntu Health Impact, ou le Fonds de santé Ubuntu, c'est le nom du tout nouveau fonds dédié à l'industrie pharmaceutique africaine émergente créé à Kigali, au Rwanda. Ubuntu dispose déjà de 100 millions de dollars et table sur une enveloppe de 5 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Il vise spécifiquement le financement de l'innovation et la production pharmaceutique locale, avec une emphase particulière sur les maladies qui affectent le continent. Rappelons que le Rwanda est en partenariat avec la firme BioNTech pour y établir l'une des premières lignes de production africaine de vaccins ARN. Et justement, l'Ouganda a annoncé la fin de l'épidémie Ebola qui avait causé beaucoup d'inquiétudes ces derniers mois. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que le système d'alerte précoce et de traçage des contacts mis en place par Kampala a donné de bons résultats. Il n'en reste pas moins que la souche soudanaise du virus Ebola reste pour le moment invincible. L'Ouganda a toutefois reçu 5000 doses de vaccins candidats qui pourraient être déployés à la nouvelle flambée épidémique de la maladie. Et dans un registre bien différent, voilà des vaches françaises prêtes à s'installer en Afrique. Après une première livraison couronnée de succès en 2020, pas moins de 165 vaches laitières de race montbéliarde sont arrivées tout au nord du Cameroun pour commencer leur acclimatation. Cette espèce française produit 5 fois plus de lait que ses congénères africaines.
et elles s'adaptent bien aux climats tropicaux. Une nouvelle livraison de ces bovidés était encore attendue dimanche dernier. Au total, ce sont donc 495 vaches et leurs descendance qui vont permettre au pays de combler progressivement son déficit de lait estimé à 120 000 tonnes par an. Comment acheter des intrants, engrais ou pesticides quand le banquier demande un garant? C'était mission impossible pour ces agriculteurs béninois résolus à ne pas se contenter de rendements médiocres pour leur culture vivrière. Ils ont fini par franchir le pas de la garantie sur stock ou warrantage. Notre journaliste Éric Mounier les avait visités. Regardez. Avec seulement 5% de terres cultivées, l'Afrique possède le plus important potentiel de développement agricole de la planète. Le rendement par hectare, l'un des plus faibles du monde, pourrait être multiplié par 3 avec l'utilisation d'intrants, c'est-à-dire les produits qui permettent d'améliorer ou de protéger les cultures, comme les engrais ou les insecticides par exemple. Problème, ils coûtent cher et la plupart des paysans n'ont pas l'argent pour les acheter. La non-utilisation des intrants sur les cultures vivrières empêche ces dernières, c'est-à-dire ces cultures, d'exprimer leur pleine potentialité. Et du coup, ça rejaillit sur la productivité, sur le rendement. Et donc, il y a une baisse de la production alimentaire dans la région qui peut même conduire jusqu'à une insécurité alimentaire dans la zone. Une solution consisterait à emprunter pour acheter ces intrants. Mais les banques sont réticentes en raison des aléas climatiques et des fluctuations de prix sur les marchés. L'accès au crédit devient alors un véritable chemin de croix pour les petits producteurs. On vous demande votre acte de naissance, ensuite il faut le légaliser à la mairie, on vous demande des documents de propriété si vous avez une parcelle, et tout ça c'est cher. C'est épuisant et finalement on abandonne. On vous demande un garant, il faut trouver quelqu'un qui se porte garant pour vous sur un tel montant de crédit. C'est impossible. En plus, tout le monde va être au courant de votre demande de crédit. Pendant 3 ans, 600 organisations paysannes ont expérimenté au Bénin le varantage, un terme pour désigner une solution innovante qui permet d'accéder au crédit et donc à ces intrants qui font défaut pour la productivité des champs. Le mécanisme de varantage est une technique de crédit qui permet d'offrir en garantie un stock de produits agricoles capable d'être conservé et qui jouit d'un différentiel de prix entre une période d'abondance et une période de soudure. Explication, à la fin de la récolte, les agriculteurs stockent leurs produits alors que les prix du marché sont au plus bas et qu'il n'est pas intéressant de vendre. C'est ce stock qui va servir de garantie pour le banquier qui accepte alors de faire un prêt aux petits agriculteurs. Ensuite, à la période de soudure, lorsque les prix sont au plus haut, les paysans vendent leur stock à un prix intéressant et remboursent la banque. Dans cet intervalle de temps, ils ont eu la somme nécessaire pour acheter des intrants et préparer la récolte suivante. En général, on prend 2 tonnes. On prend 2 tonnes, ça fait 40 sacs de NPK et 1 tonne de urée. Je veux dire, le total fait 3 tonnes. Résultat, le bénéfice est double pour les agriculteurs du projet. D'une part, les rendements ont été multipliés par 2 en moyenne et, d'autre part, ils ont vendu leur récolte à de meilleurs prix. Autrement dit, ils ont vendu plus de produits et plus cher. Avant le projet, je remplissais 8 bassines. Maintenant, avec les intrants, cela dépasse 20 bassines. Avant le warrantage, je faisais au plus 10 sacs par hectare. Maintenant, avec le warrantage, j'ai mes intrants et j'arrive à faire 25, 26 sacs. Cela a changé la scolarisation de mes enfants. Il y a une école privée ici et j'ai inscrit 2 de mes enfants. Mais le mécanisme fonctionne correctement si les marchandises sont parfaitement conservées dans un entrepôt qui répond à des normes particulières. Nous sommes dans le magasin de Sekeremaro 1 dans la commune de Sinandé. Voici les trous d'aération qui permettent à nos produits de respirer correctement. Pour
les conditions des magasins, il faut que la toiture soit hermétique, bien aérée et hermétique sans les trous pour éviter lors de la saison pluvieuse qu'il y ait pénétration de l'eau dans les magasins. Tout juste on respecte les normes de disposition, il faut déposer sur les palettes et nous disposons des palettes pour éviter que les produits soient en contact direct avec le sol. Parce qu'avec l'humidité relative, le produit en contact avec le sol se gâte vite. Il faut aussi des variations de prix importantes au cours de l'année, entre la récolte en janvier et la soudure en mai-juin. Par exemple, lors des dernières années, les cours du maïs ont augmenté d'environ 30 à 40% sur les marchés locaux. Mais pour autant, le mécanisme n'est pas exempt de risques. Si la récolte est mal conservée, elle pourrit. Et sans marchandises à vendre, pour rembourser, le producteur se retrouvera endetté. D'autre part, il peut arriver que les prix ne montent pas suffisamment, notamment s'il y a un afflux de produits subventionnés sur le marché. En 2012, là, on a fait une mauvaise expérience de warrantage parce qu'on a été obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs pour venir compléter avant de rembourser. Pourquoi? Parce que le gouvernement a subventionné du riz qu'il a mis, au lieu que nous on vend notre riz à 500 francs, mais le gouvernement a mis le riz à 200 le kilo. Ça fait que la population ne va que là où c'est moins cher. Au final, l'expérience du varrantage au Bénin a démontré son efficacité, avec notamment un taux de remboursement des emprunts proche de 100%. Le varrantage, encore très peu connu et développé en Afrique, ne nécessite pas d'investissement important et permet un gain dès la première année. Des arguments de poids pour les paysans de toute l'Afrique qui cherchent à améliorer leur quotidien et faire vivre leur famille. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Nous retrouverons l'entrepreneuse Nati Ngoy, présidente de la ligne de maroquinerie Inaden, qui nous parlera de son parcours et de son travail avec les artisans éthiopiens. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaenair.com et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.